Alors, avec votre permission, aujourd'hui, je voudrais qu'on commence ce cours par un cours sur la paracha. Ça vous dit? Allez. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait la paracha de la semaine, mais c'est toujours bon parce que ça a plein de réponses à nos questions de la semaine. On a fini le livre de Bereshit il y a quelques semaines. On est rentré dans le livre de Shemot. Donc, Bereshit, c'est la Genèse. On voyait toute l'histoire de notre peuple depuis la création du monde jusqu'à Yosef. Et quand on termine le livre de Bereshit, Yosef, donc Joseph, d'accord, qui est le fils de Jacob, rentre en Égypte en tant que vice-roi d'Égypte. D'accord, il a monté les échelons depuis esclave jusqu'à vice-roi d'Égypte. Et le livre de Shemot s'ouvre en nous disant que le pharaon qui a connu Yosef et toute cette génération est mort. Vient un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Yosef et qui ne connaissait pas la grandeur des Hébreux et qui décide de se dire, mais qu'est-ce que c'est ce peuple hébreu qui est un peu partout? Vous connaissez le film, ils sont partout, c'est juif, d'accord? Mais ils sont partout, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un film de Attal, je ne sais pas. Hein. Ils vont Attal, mais ils sont partout, ils sont vraiment partout, je ne sais pas. Bon. Alors, c'est ce que s'est dit Pharaon aussi à l'époque. Et il s'est dit, on va s'en occuper, d'accord? On va faire quelque chose avec eux. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous savez ce qui est arrivé au peuple hébreu, bien évidemment, en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez la fin du film. Ils sont partis en esclavage. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se dit, comment est-ce qu'ils y sont rentrés en esclavage? Comment est-ce qu'ils sont rentrés en esclavage? Vous savez ou pas? Tout seul. Vous savez ou pas? Tout seul. Et c'est hyper important de comprendre ça. Parce qu'en fait, dans notre vie, il y a plein de choses. L'esclavage dans notre vie, ça va être tous les boulets qu'on se traîne. Vous savez, tous ces boulets-là. Je ne parle pas des vieilles copines, reloues, machin. Je parle des boulets qu'on se traîne dans nos vies, des croyances limitantes, genre non, moi je suis timide, je ne peux pas parler en public. C'est ce que je me suis dit pendant très très longtemps. Maintenant, j'arrête plus de parler. Ah non, mais on m'a toujours dit que j'étais ronde, donc je suis un peu grosse, ou je ne sais pas trop quoi. Ou ah non, moi, on m'a toujours dit tais-toi, donc il ne faut pas que je dise ce que je pense. Toutes ces croyances limitantes, d'accord, qui nous ont un peu pourri notre existence, ou alors tous les traumas qu'on a pu avoir aussi dans le passé, qui font qu'on n'arrive pas à vivre pleinement notre vie, à embrasser exactement ce qu'on a envie de faire dans notre vie, d'aller vers la mission où on sait pourtant qu'on a envie d'aller. On se dit, par exemple, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas, moi je suis tout le temps stressée, j'ai toujours une petite angoisse qui traîne à droite, qui traîne à gauche. Ah non, moi je ne peux pas faire ci parce que j'ai peur de ne pas réussir. D'accord? Tout ça, en fait, c'est notre forme d'esclavage aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on y est rentré là-bas tout seul aussi. On a tous accepté ce qui nous limite. Parce que c'est quoi l'esclavage? C'est de ne pas être libre de faire ce qu'on veut faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et on a tout ça dans nos vies. On a tout quelque chose qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Bon, il y a les lois, d'accord. Si on a envie d'aller tuer sa belle-mère, on ne peut pas. C'est la loi. Mais en dehors de ça, il y a plein de choses, je rigole bien évidemment, mais il y a plein de choses qu'on aimerait faire et on se dit, je ne crois pas que j'en sois capable. Je ne sais pas si derrière moi, j'ai des gens qui pourraient me supporter pour faire ça. Ou même, j'ai juste envie de changer. Moi, j'y arriverai jamais. C'est trop dur. Pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait jamais? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas libre d'accéder à ce à quoi on a envie d'accéder? D'accord? Eh bien, parce qu'un jour ou l'autre, on a accepté de se mettre en esclavage. C'est exactement ce que font les Hébreux. Donc, lorsque les Hébreux arrivent en Égypte, eh bien, ils sont les copains, entre guillemets, du vice-roi d'Égypte. Donc, ils sont au top. Genre, c'est je ne sais pas, vous n'en avez pas la même génération tous, mais vous voyez les petits chalalas de la place Victor Hugo, c'était trop à la mode devant chez Agendas, les petites ribottes blanches, les petits ourlets au truc. C'était trop fashion d'être un Hébreu en Égypte à l'époque de Yosef. D'accord? C'était hyper sympa d'être un petit feuge. Et tu avais tous les Égyptiens qui rêvaient quoi? Ah, d'être comme les Hébreux, etc. D'accord? C'est un peu la même chose. Sauf que, nous dit Shemot, la paracha Shemot s'ouvre en nous disant, cette génération-là, des Égyptiens et ce pharaon-là, ils ont même oublié qui c'était Yosef. Donc, ils ont oublié que les Hébreux, ils étaient cool, okay, et qu'ils étaient super sympas, et que c'était des gens incroyables, qui avaient des bonnes midotes, des bons traits de caractère, qu'ils étaient là pour apporter une lumière, la lumière que Hachem est dans ce monde, qui est la lumière d'Abraham Avinu, qu'il a révélée dans ce monde. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
eh bien, les Égyptiens, Pharaon dit, on va faire des grands travaux publics. Puisque c'est des gens qui sont toujours à vouloir aider les autres, ces Hébreux, on va les appâter comme ça. Et il dit, on va faire des grands travaux publics, on va faire des pyramides. Pas mal quand même comme truc, c'est un projet de faire des pyramides. Les plus grandes pyramides au monde, elles vont être faites. Est-ce que vous pouvez vous-même, est-ce que vous pensez que vous faites partie de la grandeur égyptienne? Vous voulez faire partie de la grandeur égyptienne? Il demande aux Hébreux. Oui, bien sûr. Alors venez, on va faire des grands travaux publics, vous allez travailler avec nous pour la grandeur égyptienne. Et vous allez être payé pour ça. Ok, super. On va faire partie de ce peuple. On aime bien, en un sens, s'assimiler dans les pays où on est. On aime vivre en accord avec la culture locale. D'accord? Donc oui, allez hop, on est allé travailler. Et au fur et à mesure, ce qui est très intéressant, c'est que les Égyptiens, sous le gîte de Pharaon, ont décidé en fait d'augmenter la charge au fur et à mesure. Ils ont augmenté la charge. C'était de plus en plus dur. Vous savez, parfois, tu t'engages dans un truc. Tu te dis, tiens, je vais faire du volontariat. Ou tiens, je vais être une bonne maman. D'accord? Ou je vais être une bonne copine. Et puis, au fur et à mesure, au départ, c'est très sympa. Et au fur et à mesure, tu te dis, mais c'est trop là pour moi. Mais je ne peux plus dire non. Je me suis engagée dans cette situation. Je n'arrive plus à me délester du poids que j'ai sur les épaules. C'est lourd, c'est dur, mais je continue. Et je ne dis pas non. Tu as des copines qui te disent alors, est-ce que tu peux… ah, tu sais quoi, j'ai une fête la semaine prochaine, machin. Ah bon, bah attends, tu veux que je t'aide? Tu te dis, mais pourquoi j'ai dit ça, en fait? Pourquoi j'ai dit, est-ce que tu veux que je t'aide alors que déjà, je suis sous l'eau? D'accord? Je n'arrive pas à respirer. J'en ai déjà beaucoup trop avec mes enfants, avec mon mari. Et c'est eux, en plus, qui vont en pâtir. C'est le mari et les enfants. Parce que quand tu n'arrives plus à respirer parce que tu en as trop sur ton dos, d'accord? Sur qui ça vient le mchenisme? Ça vient sur le mari et les enfants. Okay? C'est les seuls avec qui on peut être, ou les parents, éventuellement. Ou la sœur, la belle-sœur, whoever fits in this picture. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, les Hébreux ont accepté de travailler pour un salaire de plus en plus bas et de plus en plus difficile. Une tâche de plus en plus difficile. Et ils l'ont accepté. Jusqu'au jour où, finalement, ils se sont retrouvés à se faire fouetter, à ne plus être payés. Et en plus, on les obligeait à avoir un rythme de production qui était insoutenable. Est-ce qu'il y en a un qui s'est dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Comment je me suis retrouvée dans cette situation? Ça nous arrive combien de fois à nous, dans notre vie, d'avoir un réveil comme ça, on se dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai accepté de faire? Pourquoi je suis tellement fatiguée? Pourquoi je suis déprimée? Pourquoi j'ai l'impression qu'autour de moi, tout le monde a l'air bien et moi, je n'arrive plus à supporter ce rythme de vie? J'ai l'impression d'être dans une machine à laver, d'accord? Et de ne pas pouvoir respirer, mettre pause. Je me souviens quand le corona a commencé et que pendant 3 mois, tout le monde était plus ou moins enfermé les uns chez les autres. Non, les uns chez les uns. Chacun chez soi, chacun chez sa mère. Il y a eu ce sentiment chez beaucoup de personnes avec qui je communiquais qui me disaient, en un sens, c'est horrible et en un sens, ça fait du bien. Mais comme on était fous d'avoir ce rythme de vie. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a fait? On est reparti dans le même rythme de vie. On se disait, mais qu'est-ce que c'est un kiff? En fait, je comprends. Ce qui est important, c'est ma cellule familiale. Mon mari, mes enfants, mes parents, si on avait la chance d'avoir les parents à côté. C'est un kiff, c'est génial. Voilà, c'est ça que je veux en fait. Je m'en fous. On se mettait toutes des vêtements confortables. Ras-le-bol, on se disait, mais à quoi ça sert les Louboutins, les Chanel, les trucs, ça nous faisait mal aux pieds. Elles étaient très belles dans l'armoire, mais on mettait des chaussettes et des claquettes, toutes, autant qu'on était. On mettait des vêtements faciles à laver, parce que comme ça, le lendemain, on n'avait pas besoin de faire le repassage, d'accord? Si jamais, moi, mes enfants, ils avaient par exemple besoin de mettre un uniforme avec une chemise, je leur disais, écoutez, très bien. Quand vous êtes devant le Zoom, vous mettez la chemise, mais vous la salissez pas. Après le Zoom, vous la mettez derrière, comme ça, la chemise. Vous allez jouer avec des t-shirts qui se lavent facilement, vous revenez. C'est très bien, maman, elle est très contente. Une chemise par semaine, ça suffit, d'accord? Pour les 3 heures où ils étaient en Zoom, un truc. And that's it. Mais la vie était belle. Il n'y avait pas de réception où on devait cuisiner pendant 20 heures. Le mari était très content avec un petit morceau de steak et 3 haricots verts et une petite rala et un petit dessert éventuellement, un truc. Tout le monde se satisfaisait de peu. Et on était bien, on était content.
Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que mon petit, Noah, il dit que le meilleur moment, c'était ça. Il me le dit, et moi je le regarde, je fais quoi? Il me dit oui, on était tous ensemble. Et il le dit qu'il regrette cette époque. Ouais. C'est faux, hein? Il le dit, c'était bien répondant. Oui, on ne peut pas vivre en autarcie comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on a apprécié. On allait se tuer, nous. Tous les jours pour qu'on la retraite. Mais attends, Esther, nous, on allait se tuer, on rigole, on n'arrêtait pas de se disputer. Oui, mais À la nous, fin, mon mari, on il était a dit, mais je repartis, du coup, je peux plus rester à la maison. Non, mais en appart à New York, ça devait pas être la même Très chose dur. qu'à Miami. Vraiment. Nous, les enfants, ils allaient à la C'était piscine. libre. Oui. Même aller en bas, mon mari il avait peur. Je vais aller m'inviter. Elle m'a dit, tu sors même pas pour aller faire les machines. C'est très dur. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que dès qu'on a basculé en maison à Long Island, c'était déjà beaucoup. Exactement. Et voilà, là, on a commencé un peu à apprécier. Au début, je pourrais faire le ménage, pas net, je faisais tout toute seule. Le ménage de Pessah. Je sais. Juste Ouais, on va faire. Si vous voulez faire les brachot, on commence par Mésonote, Aetz et Adama et on répond Amen. Et en même temps, je continue le cours et on va écouter que quand chacun dit, on s'arrête. Ouais. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, d'accord, on s'est rendu compte que d'avoir la liberté de choisir, de ne pas être obligé de certaines choses, c'était extraordinaire. D'accord? Et pourtant, on ne fait pas toujours des choses parce qu'on est obligé. il y a beaucoup de... Mais non, tu choisis de le faire. Mais tout à fait. Mais c'est ce que je te dis. Mais ce que je te dis, c'est que tout ça, c'est un choix. Les gens s'esclavent eux-mêmes, se mettent eux-mêmes dans une situation. La situation, peu importe la situation, qui t'empêche d'avancer. Quelle que soit cette situation qui t'empêche d'avancer, si tu réfléchis bien, souvent, à l'origine, c'était volontaire. Tu es allé, c'est ce que je te dis, c'était ton choix. Mais je dis pas que la cuisine pendant 20 heures, ça embête tout le monde. Je dis quelqu'un qui ne supporte plus de... Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'elle ne peut pas, mais parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus. Ils sont dans un système où comment tu vas faire pour dire à ton mari ah non, tu n'invites personne cette semaine ou Moi, c'est plus ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais à la base... Tu parlais, excuse-moi, par rapport en Égypte, tu disais, ils ne se sont pas posé la question une fois qu'est-ce qu'on a fait pour mériter d'être ici, mais ils n'avaient peut-être pas le choix de se rebeller. Ah si, justement, c'est ce que nous explique le Midrash, c'est que à la base, ils ont choisi d'aller là-bas. C'était volontaire, c'est ce que j'explique. C'est que ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire qu'en fait, servez-vous des petits trucs si vous voulez faire les brachot, on va faire les brachot. Alors, Mésonote, Haetz, donc Mésonote, c'est les petits pains, les trucs, les petits gâteaux. Après, vous avez Haetz, vous avez des amandes. Mais tu fais juste un petit morceau. Vas-y, moi je veux faire un petit morceau du pain d'un pain au chocolat. Ensuite, un petit morceau, vous pouvez prendre aussi une framboise, une amande et un petit peu de jus ou d'eau ou ce que vous voulez pour faire shakol. Ok, donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'à ce moment-là, les Hébreux, comme nous, allez-y, alors on va faire. On va tourner, je vais mettre pause sur le... Non, au contraire. Je mets pause. Ok, donc nous, on a mangé, on a fait les brachot et on reprend. Donc, on disait, ils se sont donc mis dans une situation où, au fur et à mesure, ils ont accepté une situation qui est devenue l'esclavage. Maintenant, les parachutes ont avancé, on est à la paracha Béchalar. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? C'était la paracha Bo. Dans la paracha Bo, on voit la sortie d'Égypte. Donc ça, on connaît parce que c'est la Haggadah de Pessah, on la lit tous les ans, on la chante, on la vit, on se déguise, on fait des trucs, c'est trop sympa. Les Hébreux sont sortis d'Égypte la semaine passée. Et là, à la paracha de Béchalar, ils sont sortis et ils arrivent dans un traquenard, entre guillemets. D'accord ? Ils arrivent dans un endroit fermé par des montagnes, face à la mer des joncs, d'accord ?
comme ça. Donc, ils ont l'eau, la mer face à eux, des montagnes à droite, des montagnes à gauche. Et ils se retournent comme ça vers Moshe Rabbeinu et ils disent « And so what now ?» Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Moshe Rabbeinu dit « Attendez ». Et là, ils entendent des... Je fais super bien le bruitage. Des chevaux. Ah oui, j'ai reconnu. Tu as reconnu? J'allais dire des tam-tams et après... Après, il a dit des chevaux. OK. Et c'était quoi, ces chevaux? C'était les Égyptiens qui leur couraient après. Parce que lorsque Paro a dit « OK, ça y est, j'ai compris, je laisse partir les Hébreux », il les a laissés partir, mais après, il s'est dit « Mais non, je ne vais pas les laisser partir, je vais retourner, je vais les tuer, ces Hébreux, je vais les rattraper, ils vont rester mes esclaves. » D'accord? Et donc, face à ça, imaginez qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ont pu ressentir les Hébreux à ce moment-là? Ils sont sortis d'Égypte. Ça a été vraiment difficile parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui a vécu pendant 200 ans. Donc, combien de générations? À peu près 10 générations. On va dire qu'une génération, c'est 20 ans. 10 générations esclaves de Pharaon, où ils sont que en mode survie. On est d'accord? On n'est que en mode, il va falloir trouver à manger, continuer à travailler. Il n'y a rien, pas de reward, il n'y a pas de day off, il n'y a pas de on se réunit avec des copines, il n'y a rien. C'est juste le travail, la déshumanisation, de faire aussi des tâches qui n'ont aucun sens. Le plus proche dans notre esprit et historiquement de ce que pouvait être l'esclavage, la FDIL, c'est ce qui s'est passé dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale, où les Juifs étaient réduits à des numéros, non plus à des personnes, d'accord, et où ils devaient sans cesse faire des tâches qui n'avaient aucun sens, faire un travail qui était humiliant, fatigant, épuisant, éreintant. Comment? Inhumain, exactement, inhumain, d'accord? C'est ça ce qui se rapproche le plus de l'esclavage. Mais c'était pendant 4-5 ans, 200 ans. Imaginez quand Moshe Rabbeinu, il a été envoyé par Hachem pour aller voir ces Hébreux et leur dire « Vous allez sortir de là, je vais vous aider. Hachem, Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, il ne vous a pas oublié. Il va vous sortir de là. Vous allez redevenir des hommes libres. » C'est quoi, homme libre, quand tu as vécu 200 ans? C'est quoi l'indépendance? C'est quoi la liberté? C'est un concept inconcevable. C'est comme si tu dis aujourd'hui, il y a un extraterrestre qui va venir, qui va t'amener dans les étoiles. Ça ne veut rien dire pour un esclave qui a vécu 10 générations en esclavage. C'est un concept qui n'existe pas. Seulement 20% des Hébreux ont cru en ça et ont décidé de suivre Moshe Rabbeinu. 20%. 1/5 de la population, c'est rien. Donc, 4/5 des Hébreux sont morts en Égypte. Il n'y a que 1/5 des Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Imaginez cela. Ils sont allés contre vents et marées, contre toutes leurs croyances limitantes. Parce que, qu'est-ce que ça voulait dire, être libre? Ça ne voulait rien dire. Et où est-ce qu'ils allaient les emmener, ce Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, lui, il avait grandi dans un palais, le palais de Pharaon. Il avait été sauvé par Bathia, la fille de Pharaon. D'accord? Donc, c'était facile pour lui de dire « Ah, je vais vous emmener faire des amis. » Bien sûr, toi, tu étais libre, Moshe Rabbeinu. Bathia, c'était la fille de Pharaon. Ouais. Oh, ouais, c'était même quand même. Oui, elle s'était convertie. Elle était venue au Nil pour se convertir. Ouais. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de se dire, donc, ces 20%-là, qui sont sortis d'Égypte et qui ont vécu un vrai traumatisme, qui ont cru en Hachem, mais de manière incroyable, ils ont eu une émouna merveilleuse. Ils arrivent, ils sortent. Imaginez, imaginez, c'est des Juifs qui sortent comme ça avec toute leur famille, leurs bêtes, leurs possessions, comment ils sont, leurs richesses et tout ça, d'accord? Et ils sortent comme ça dans le désert. Un bruit, un brouhaha. Et alors, toi, tu as pris ce truc et moi, non. Regarde ma matzah, comment elle est bien plus belle que la tienne, d'accord? Et ils arrivent comme ça, face à la mer. Et... les montagnes sur le côté et les Égyptiens derrière. Ils sont pris au piège. Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est extraordinaire. Parce que parfois, on s'est battu, nous, dans nos vies, pour arriver à quelque chose. Ça nous est tout arrivé, puisqu'on a toutes plus de 30 ans, presque, non? Tout le monde a plus de 30 ans?
Ouais. Non, pas tout à fait. Bon, en tout cas, avec l'expérience de la vie, qu'on est 25, 27, Bientôt. quel âge t'as, 27? 29. 29, ok, bon, ça va. T'as 30 ans. 29, ok. On a tous plus que 29 ans. Exactement. Alors, on a toutes vécu des choses où on a vraiment fait des efforts. C'est vrai? On a vraiment fait des efforts pour se sortir d'une situation. Par exemple, c'était peut-être difficile pour avoir des enfants, mais on y a cru et on a tout fait pour y arriver. C'était peut-être difficile pour se marier, pour trouver un bon mari. C'était peut-être difficile avec nos parents quand on était jeunes. C'était peut-être difficile aujourd'hui, parfois avec le mari. C'est pas facile le shalom bayit. On a fait vraiment des efforts. On a pris sur nous, mais grave. D'accord? On est sorti d'une situation qu'on pensait impossible de sortir. On n'y croyait pas au départ, mais on a tout mis en place pour y arriver. Et on a tout fait pour changer, pour arriver à s'extraire de cette situation dans laquelle on se sentait contraint, dans laquelle on ne se sentait pas respirer, dans laquelle on était esclave. Et on se dit, mais quoi, mais c'est génial, je me sens trop contente, trop fière de moi. J'y suis arrivée, merci à Kadosh Baruch Hu, merci. Et là, tu te prends la tête dans le mur. Tu es face à un mur. Tu te retrouves face à une situation horrible en fait. Tu dis quoi, j'ai fait tout ça pour ça? Les Hébreux, ils ont fait tout ça pour se retrouver bloqués. Ils vont se faire tabasser par les Égyptiens qui arrivent derrière. Ils n'ont pas où aller. À droite, il y a une montagne, à gauche, il y a une montagne, devant, il y a la mer. Ils savent nager? Non, ils ne savent pas nager. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis nager jusqu'où? On va se faire engloutir? Et là, en fait, ils sont face à leur peur. Face à leur peur. Et dans des moments comme ça dans nos vies, où on a lutté pour arriver quelque part, où on a lutté pour s'extraire de quelque chose qui était difficile pour nous, parfois, on se retrouve face à nos peurs. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et si jamais je faisais ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Hachem, tu m'as abandonné? Est-ce que, qu'est-ce qui va se passer si... Et en fait, là, le Midrash, il vient nous expliquer, parce que la Torah, elle nous explique tout, elle nous explique comment, en fait, le peuple va se diviser en 3 groupes. Parce que face à une peur, on a 3 manières de réagir. C'est des psychologues qui l'ont sorti au XXe siècle, d'accord? Face à une peur, nous avons 3 manières de réagir. Vous avez la paralysie, qui se voit d'ailleurs chez notre ami l'opossum, parce que l'opossum, lorsqu'il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant d'être mort, il tombe. D'ailleurs, on en a plein ici à Miami. Il tombe, il fait le mort. D'accord? Nous avons, qu'est-ce qu'ils font le zèbre? Le zèbre, il court. D'accord? Je ne vais pas vous faire le zèbre. Le zèbre, pourquoi pas? J'ai fait le cheval il y a 2 minutes, tu l'imagines en pyjama, c'est le même. Il court, pourquoi? Parce qu'il fuit le danger. Et tu as la 3e, qui est le combat. Parce que face à la peur, elle est là pour nous dire quoi? Il y a un danger face à toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a 3 options. Soit tu fais le mort, c'est le désespoir, il n'y a rien à faire. Je suis pétrifiée face à une situation qui me fait peur. Je ne sais plus quoi faire dans cette situation. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux rien faire. 2e position. C'est pas possible. Mais pourquoi j'ai fait tout ça au final pour me retrouver là? On ne dit pas mieux avant. C'est exactement la position que vont prendre certains Hébreux. 3e position, on va combattre. D'accord? Alors, on a donc le premier groupe qui dit à Moshe Rabbeinu, c'est une blague. Mais regarde, tu nous as amenés là et maintenant on va mourir. Là, on va mourir, il n'y a plus rien à faire. Allez hop, moi je saute dans l'eau avec mes enfants et ma femme et on va mourir et c'est fini. Il désespère. Tu as le 2e groupe qui dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté en Égypte? Tout ça pour ça? On n'était pas bien en Égypte. Ok, on était des esclaves, mais on savait quoi attendre. Là, tu nous emmènes dans le désert face à la mer pour se faire écraser par les chevaux de Pharaon. J'étais mieux en tant qu'esclave. C'était mieux avant. C'était mieux quand je fumais. Je me suis pris la tête pour arrêter de fumer. Je me suis pris la tête pour sortir de cette relation toxique avec ce mec. Et finalement, regarde, je me retrouve encore devant une situation compliquée. J'étais mieux avec lui, au moins je savais à quoi m'attendre. D'accord? Et la 3e situation, d'accord, c'est on va combattre. Et là, Moshe Rabbeinu leur dit, écoutez, vous allez ni mourir dans 5 minutes,
ni ça sert à quoi que ce soit de regretter ce qui s'est passé. Et combattre, regardez-vous, vous êtes des vieillards, des femmes fatiguées, épuisées, au corps meurtri par l'esclavage pendant 200 ans. Vous allez combattre contre Pharaon. Alors, il y a un quatrième groupe qui sort du lot et qui dit, je sais, on va prier. On va prier. Et on va prier. Et vous savez ce qu'il leur a dit, Moshe Rabbeinu? Non, on ne va pas prier. Laissez tomber, on ne va pas prier. Ce qu'il faut maintenant, en fait, c'est agir. Et finalement, parfois, quand on est face à une situation difficile dans la vie, quand on a vraiment fait des efforts et qu'on se dit, mais alors là, c'est pas possible que ça me tombe ça dessus maintenant, là, alors que j'ai tellement tout donné. J'ai tout donné, pourquoi maintenant ça me tombe dessus? D'accord? Eh bien, oui, on peut ne rien faire. Oui, on peut dire c'était mieux avant. Oui, on peut dire je vais combattre, je vais me battre et ça va continuer, je vais y arriver. Oui, on peut se dire je vais prier. Mais en réalité, la seule chose qui marche face à la peur, c'est l'action. Et vous savez pourquoi? En hébreu, c'est extraordinaire. Parce que vous savez que Hachem a créé le monde par la parole. Et il a créé la peur. Comment est-ce qu'on dit la peur? Pachad. Et en hébreu, quand tu lis le mot dans l'autre sens, tu as l'antidote de cette chose. Dachaf, en hébreu, ça veut dire... De quoi? Exactement. C'est le fait d'avancer, de pousser. C'est le... comment je n'arrive pas à dire le mot en français? Mais c'est oui, c'est d'être dans l'action, de sauter vers l'avant, en fait, tu vois, d'avancer. Et c'est ça, en fait. Et comment? Ouais, mais c'est... ça va me revenir en 2 minutes. C'est une action vers l'avant, une action vers l'avant, bon, bref. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir avancer. Il va falloir avancer. Et il y en a un qui s'appelle Narshon ben Aminadam, d'accord, qui va rien dire. Et voilà ce qu'il va faire. Attention. Pardon. Action. On l'a fait. C'est ça. Il descend et il avance en fait vers l'eau. Et l'eau monte comme ça et continue d'avancer. Il continue d'avancer, il continue. Et il ne sait pas ce qui va se passer. Midi à Kadosh Baruch Hu, j'ai la émouna en toi. Je sais que si tu m'as amené là et si tu nous as amenés là, c'est parce qu'il faut que je continue à avancer. J'ai confiance, j'ai la émouna chez les mains, la émouna, la foi complète en toi, que tout va se passer comme il faut. Et il avance. Et il avance et les gens se disent, il est complètement fou ce mec. Il est complètement fou. Il avance, c'est l'eau qui monte jusque-là. Et l'eau qui monte jusque-là. Et au moment où il continue à avancer, peu importe, il a la foi en Hachem, il a le bitachon, la confiance en Hachem. Au moment où son nez rentre dans l'eau et qu'on se dit, ça y est, c'est fini. L'eau, c'est pas quand Moshe Rabbeinu il a mis le bâton. Non, ça c'est dans Bédonil, Cécile Bédonil. Bah oui. C'est pas dans le script. C'est pas dans le script. Je viens de repérer. À ce moment-là, j'ai vu le dessin animé, il y avait Moshe. À ce moment-là, au moment où il rentre dans l'eau, jusqu'aux narines, l'eau se sépare, la mer s'ouvre et on dit que le sol était sec et l'eau faisait comme un mur, les parois, merci, comme des parois. Et les Hébreux ont vu ça et ont avancé comme ça. C'est un aquarium. Exactement, comme l'aquarium d'Atlantis. Mais attends, je suis aussi. Mais pourquoi on nous a tout le temps dit? On nous a expliqué, Moshe il a mis le bâton et la mer elle s'est ouverte. Et I don't know. Il n'y a pas d'explication. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. C'est que c'est sous l'instigation de Moshe aussi. Mais toi, tu l'as vu dans le film de Cécile B. 2000. Non, en deux. Ok. Où tu le vois passer comme ça. Mais c'est Narshon. Oui, mais c'est Narshon ben Aminadam qui institue, qui ouvre cette voie-là. Et c'est grâce à son... Ouais. Et c'est grâce... L'écrit, je le ressentir à Shabbat, tu vas voir, je vais tous m'impressionner. Non, et c'est grâce à sa confiance, Ben Aminadam. Et c'est grâce à sa foi, et c'est Moshe qui les a menés jusque-là. C'est lui qui ouvre avec lui la mer. Mais c'est sa confiance à Narshon qui va
en fait, faire que la mer elle va s'ouvrir. S'il n'y avait pas une Archon, Bah, c'était fait. c'était fini. Voilà. Et je trouve que c'est très intéressant parce que à chaque moment dans notre vie, la Torah elle vient nous apprendre quelque chose pour nous cette semaine. Et parfois, on se dit, je suis face à un mur là, je ne peux pas aller en arrière parce qu'en arrière, j'ai trop lutté. Et bien en fait, il faut avoir confiance en Dieu et continuer dans la voie que Hachem nous ouvre. Et parfois, il suffit d'ouvrir un tout petit trou d'aiguille et Hachem, il nous fait une grande porte pour nous laisser passer. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager à propos de Béchalach avec vous. On a peu de temps du coup pour l'éducation. Je vais juste interrompre ce truc-là.